Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Rendons grâce à Dieu qui nous accorde aujourd'hui encore le souffle de vie et tâchons d'en faire du bien, de l'utile et du bienveillant. Vous qui nous écoutez un peu partout, à Lomé ici sur Canal FM, à Dapan avec Radio Courtoisie, à Nehor, Radio Lumière, Sokodé sur les ondes de Radio Centrale FM, à Bassar en pays, Bassar Konkomba sur les ondes de Radio Daoul, ou encore à Niamtougou sur les antennes de Radio Sama FM. Vous également qui nous écoutez sur les 5 continents grâce aux médias partenaires, vous êtes tous les bienvenus au Club La Presse de ce jour. À la technique, Victor Bekokou, Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. Les confrères, déjà 2 confrères plus une invitée, un 3e confrère éventuellement. Mais découvrons ceux qui sont déjà là. Nicolas Kofigan d'Igli, bonjour. Bonjour Chasse, bonjour fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM. Sans oublier les fidèles lecteurs et lectrices de l'agence de service Afrique Monde. Je passe par ce canal pour leur passer mes excuses parce que, nos excuses, les excuses de la rédaction parce que le site a été un peu piraté et nous sommes là-dessus. Nous allons vite le rétablir et ils vont encore nous lire bientôt. Vivement que vous rétablissiez votre site pour être accessible à temps et à contre-temps. Eric Hugues Johnson Parkoujo, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour madame l'invitée, bonjour Nicolas. Je pense que tout le monde est en forme ce jour pour nous écouter et apporter quand même des contributions pour que l'émission soit ce qu'on voudrait qu'elle soit. Merci, nous saluons tous les auditeurs. Je ne sais pas si on nous écoute dans la localité de Kamina. Kamina, une bourgade quelque peu perdue au fond de la brousse togolaise dans la préfecture de l'Est-Monon. Kamina, située sur la frontière Togo-Bénin, à quelques 50 km de Elavagnon, le chef-lieu de cette préfecture. Eh bien, nous saluons ces populations parce que depuis hier, ils ont l'électricité. Une bonne volonté leur a offert 5 kits de lampadaires solaires de 150 watts chacun. Kits offerts, nous dirions, généreusement par Jerry Komandega Tama, qui a permis que la lumière soit dans cette localité. Nicolas, je sais que vous parcourez le Togo profond. Est-ce que vous connaissez Kamina? Kamina, oui. Vous savez, il n'y a pas seulement le seul nom qui a Kamina. Je pense qu'il y a 2 ou 3 de villages qui ont Kamina. Donc nous avons Kamina à Tapamé, où les Allemands y étaient. C'est là qu'ils avaient dynamité leur station terrienne quand ils perdaient la Première Guerre mondiale. Nous avons Kamina de l'Est-Mono et puis nous avons un Kamina vers Akebu, je pense bien. Eh bien aujourd'hui, c'est Kamina de l'Est-Mono, cette localité perdue. C'est une belle initiative. Mais moi, je ne vois pas pourquoi il faut faire une publicité si c'est. C'est pas une publicité. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, la moindre politesse, c'est de dire merci. Il a été élu là-bas, non? Il n'est pas le premier élu là-bas, Nicolas. Oui, mais le problème merci Nicolas, c'est juste notre vieux constaté. Le bon geste quand même, quoi. Nicolas, Tama n'est pas le premier élu là-bas, mais il est le premier à apporter 5 kits de lampadaires solaires. C'est quand même utile que nous en parlions. Et évidemment, oui. Évidemment, il faut en parler parce Eh bien, au menu du Club de la Presse de ce jour, nous allons revenir sur le jubilé d'or de l'Université de Lomé, du Bénin, que nous avons connu, qui devient depuis 19 ans l'Université de Lomé. Nous allons également nous intéresser à l'un des fleurons de notre parc hôtelier, qui veut se réouvrir au grand public. C'est à cette fait d'ailleurs que nous avons notre invité, Madame Nathalie Mazimnawe Bito, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre que nous connaissons très bien, mais nous vous accueillons dans ce studio en votre qualité de l'administrateur ou bien administratrice proviseur de l'hôtel Sarakova. On prend quoi? Le masculin ou bien le féminin? Comme vous voulez. Eh bien, je prends le féminin. Donc, Madame Nathalie Mazimnawe Nathalie Bito, pardon. Moi, je préfère le masculin parce que des femmes fortes comme elle,
veulent quand même qu'on dise l'administrateur, Madame Bito. Ok, merci de nous dire que Madame est une femme forte. Ah oui. Eh bien, administratrice ou bien directeur provisoire de l'hôtel Sarakawa, il va nous en parler. Mais nous allons également, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est aujourd'hui, 15 septembre, que prennent fin les 6 mois d'habilitation que l'Assemblée nationale a accordé au gouvernement pour organiser la riposte à la Covid-19. Et comme l'Assemblée nationale est convoquée en séance plénière, peut-être que le Premier ministre devra également y être. Et nous verrons d'ici la fin de la journée si l'état d'urgence, si la loi d'habilitation sera renouvelée ou si elle prend fin aujourd'hui. Et nous allons également trouver le temps pour revenir sur le processus de renouvellement des instances de la Chambre de commerce d'industrie du Togo qui fait vraiment chou gras. Alors vous connaissez déjà les invités, juste que nous partagions la pensée du jour, puis c'est une tradition. Eh bien c'est une sagesse qui dit que seul celui qui a parcouru la route sait où se trouvent les trous profonds. Encore une fois, ceux qui s'aventurent sur des pistes, notamment celui qui se rendrait à Kamina dans l'Est Mono, c'est seule la personne qui a parcouru la route qui vous dira là où se trouvent les trous, les petits, les moyens, les grands. Comme ça, vous sauriez choisir. Eh bien, comme Madame n'a pas beaucoup de temps, on va attaquer le sujet maintenant en même temps. Madame Bito, rebonjour. Bonjour. Eh bien, vous êtes l'administratrice provisoire de l'hôtel Sarakawa. Et nous avons appris qu'il s'organise des journées portes ouvertes de l'hôtel Sarakawa du 16 au 20 septembre prochain. Et comme le club de la presse sait être au grand rendez-vous, nous avons souhaité que vous nous en parliez. Eh bien, dites-nous d'abord pourquoi avez-vous décidé l'organisation de ces journées portes ouvertes sur l'hôtel Sarakawa? Merci beaucoup, Monsieur Gaou. Merci à vos confrères ici présents. Oui, pourquoi les journées portes ouvertes au Sarakawa? Vous l'avez dit, hein, vous avez donné un dicton du jour. Seul celui qui s'est aventuré sur la piste, sur la route, hein, c'est où se trouvent les trous, les petits, pas? Les moyens, les grands. Voilà, exactement. Donc, il s'agit effectivement pour les Togolais, hein, qu'ils soient Togolais ou non Togolais, mais en tout cas au Togo, voilà, résidents au Togo, de venir justement à l'hôtel Sarakawa et de découvrir cet hôtel. Pourquoi découvrir cet hôtel? Vous savez que l'hôtel Sarakawa date des années 79. Donc depuis, l'eau a coulé sous les ponts, l'hôtel a une image et aujourd'hui, nous voulons que les Togolais sachent que cet hôtel est désormais, je dirais, leur hôtel, à la portée de tout le monde. Parce que vous savez, quand je suis arrivé à l'hôtel Sarakawa, en tant qu'administrateur ou administratrice, je ne vais pas vous départager. Donc, j'ai remarqué agréablement, en fait, qu'il s'agit de 3 hôtels en un. Est-ce que vous le savez? Non, dites-nous, madame. Voilà. Sarakawa, c'est 3 hôtels en un. En fait, à Sarakawa, vous avez des chambres supérieures, suite présidentielle. Vous avez des chambres standards. Vous avez des chambres à 35 000 francs à Sarakawa. Ça s'appelle studio. Et vous avez des villas qui peuvent être occupées par des familles. On a des qu'on appelle bungalows. Bungalow, en général, c'est souvent des chambres de campagne. Mais à Sarakawa, venez et vous allez constater de vous-même, vous avez des bungalows avec du marbre à l'intérieur, avec tout le confort, tout le luxe qu'il faut. Des bungalows quadruples, c'est-à-dire que vous pouvez être, vous avez 4 lits, 4 salons, vous avez votre cuisine, vous pouvez cuisiner, vous avez tout le matériel, tout l'équipement. Vous pouvez même demander que l'hôtel enlève son équipement et que vous rapportiez le vôtre. Donc vous avez en fait 3 hôtels. Le grand patron peut descendre avec son chauffeur. La femme ou l'épouse ou l'époux peut inviter sa femme ou toute la famille.
C'est pareil, vous avez 3 restaurants. Vous avez le restaurant gastronomique, où vous pouvez vous faire servir du foie gras, des grands mets. Vous avez le restaurant grill, et vous avez le snack, où vous pouvez manger le panini à 1500. Vous avez la pizza à 4000. Vous voyez, vous avez 3 bars. Vous avez un service traiteur, et il nous est déjà arrivé, depuis que je suis là-bas, d'avoir une manifestation de 2200 personnes, et nous avons de l'espace pour ça. On a un espace des fêtes. Vous avez la sortie directe sur la mer. Avant, c'était bouché parce que c'était du marécage. Nous avons fait des travaux aujourd'hui. Vous pouvez accéder à la mer, une plage privée. Et je peux vous dire que depuis février 2019, nous avons rénové les 200 chambres de l'hôtel Sarakawa. Les espaces verts ont été revisités. On a désormais ouvert une salle de gymnastique, tout équipée entièrement. Vous le savez, à l'hôtel Sarakawa, vous cherchez des salles, vous avez les grands espaces, vous avez la piscine la plus grande de la sous-région, aux normes olympiques. Vous avez 3 terrains, 3 cours de tennis, l'écurie. Il y avait des chevaux à une époque, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, quand moi je suis arrivé, il n'y en avait pas. Et je me suis dit, non, il faut revenir à cette tradition. Aujourd'hui, nous avons 24 chevaux. Je vous présenterai le tout petit qui vient de naître, il y a à peine une semaine. Il y a à peine une semaine. Oui, nous sommes très fiers de notre écurie. Voilà, en fait, madame, c'est tout un trésor qui se trouve à nos côtés ici. Nous passons devant sans avoir une idée exacte sur le contenu. Eh bien, vous nous offrez donc 5 jours, porte ouverte. Les objectifs, je présume, c'est que, comme c'est les portes ouvertes, chacun ira pour découvrir. Mais quelles sont les activités que vous menez, que vous mettez au menu de ces 5 jours de portes ouvertes? Voilà, au menu donc de ces 5 jours de portes ouvertes, vous avez évidemment, à part la journée de demain, l'ouverture, la conférence de presse, nous avons prévu chaque jour une communauté étrangère qui devrait nous faire des prestations. La cuisine, il y aura, je dirais, des mets de chez eux, un buffet à midi entre 11h et 14h30, un buffet qui va donc s'inspirer de la cuisine de ce pays. Donc demain c'est l'Inde, après vous avez la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Congo, vous avez le Mali, et puis le dernier jour, donc le dimanche, vous avez la Chine. Nous avons également un défilé de mode qui est prévu. Mais madame, je n'ai pas entendu journée nationale pour le Togo. Si, c'est demain. Okay. C'est demain. Et tous les soirs, nous avons un barbecue, donc des grillades au bord de la piscine. Et là, ce serait décliné en togolais. Là, soyez tranquilles tous les soirs, les 5 soirs, n'est-ce pas? Et le dimanche, il y a un grand buffet. Un grand buffet, c'est le jour de la clôture. Nous avons un tournoi de tennis, des courses de relais. Vous savez qu'à l'intérieur, nous avons un parcours de santé on a même reconstruit l'équivalent de 3 kilomètres depuis que je suis arrivé, donc de parcours de santé. Et nous avons le terrain de golf. Nous aurons, au cours de ces journées, à vendre tous les produits de Sarakawa à des prix préférentiels. Nous faisons des réductions de 20%. Le slogan, c'est acheter maintenant, consommer quand vous le souhaitez. En fait, pourquoi les journées portes ouvertes? Je reviens encore là-dessus. Les journées portes ouvertes, parce que très souvent, vous voyez, les gens, les Togolais, ils partent à l'étranger à la recherche du dépaysement. Je vous dis que vous traversez la route, vous rentrez au Sarakawa, c'est tout un voyage. Rentrez au Sarakawa, prenez une chambre au Sarakawa le matin ou le soir, mettez-vous sur la terrasse. Vous allez voir, vous ne croirez pas vos yeux
vous êtes à Lomé. Lomé est une très belle ville. Sarakawa vous le rend à travers tout ce qui a été pensé pour cet hôtel. Donc, je vous dis, vous avez la mer en face, vous avez tous les bateaux qui sont là, vous avez, je dirais, la magie de la nuit sur la mer. Vous êtes au Sarakawa, vous êtes à Lomé, le Togo. J'entends plutôt une poétesse en lieu et place d'une administratrice provisoire de l'hôtel Sarakawa. Madame, vous avez dit tantôt, de par le passé, l'hôtel pouvait accueillir plus de 2000 personnes, c'est une prouesse. Sauf que maintenant, vous ouvrez vos portes grandes ouvertes en cette période de pandémie de la Covid-19. Comment pensez-vous adapter ce funeste virus à vos journées portes ouvertes? Merci beaucoup. Ça, c'est effectivement un défi, un élément extrêmement important. La première des choses, nous avons approché la coordination Covid-19 et ils auront un stand leur sera dédié. Donc, les journées portes ouvertes, c'est aussi des journées de sensibilisation contre la Covid-19. Secondo, vous savez, à l'hôtel Sarakawa, depuis le 25 janvier, je le répète partout, dès le 25 janvier, nous avons déjà eu à sensibiliser tout le personnel sur la Covid-19, parce qu'on voyait ce qui se passait en Chine et tout ça. Vous aviez anticipé donc, les événements. On a anticipé. Je me rappelle que dès le début de la campagne électorale, moi je portais déjà le masque. Et quand j'arrivais quelque part, les gens me trouvaient bizarre parce que j'ai un masque. Et donc, nous sommes équipés, nous sommes, on a été sensibilisés. Mais mieux, nous avons eu le privilège d'avoir une formation donc, que le gouvernement a demandé pour tous les hôtels. Donc, nous avons participé à cette formation. Mais au-delà, pour ces journées, nous avons effectivement prévu, si vous venez dans le jardin, vous savez, ça fait une 50aine d'hectares. Nous avons des kits de lave-mains un peu partout, modernes, à pied. Donc, c'est des pédales pour obtenir l'eau et tout ça. Donc, nous avons ces kits-là. Dès que vous arrivez dans le parking déjà, où vous lavez les mains, avant même de rentrer, vous allez voir l'entrée du hall de l'hôtel Sarakawa. Des deux côtés, nous avons des kits lave-mains. Donc vous rentrez, vous avez le gel hydroalcoolique qui vous attend, vous avez la prise de température, vous avez donc le stand de coordination Covid-19. On fait en sorte que les portes ne soient ouvertes que par nos portiers. Il ne faut pas que n'importe qui touche aux portes. Ça, c'est un élément extrêmement important parce que les portes, vraiment, c'est on va dire, si on veut faire, véhiculer le virus très rapidement, c'est ça. Donc, au-delà, nous avons donc la prise de température. Nous avons un espace dédié. Si on suspecte quelqu'un à simple température, on le met de côté. En de bonnes mains. Absolument. Nous avons évidemment à l'hôtel une infirmerie qui est là sur place avec médecins, etc. Merci, Madame Nathalie Mazimnawe Bito. Vous savez, Madame, quand nous étions au lycée, il y avait un slogan qui passait. If you don't know Togo, you don't know Africa. Maintenant, je découvre que if you don't know Hotel Sarakawa, you don't know Togo, n'est-ce pas? C'est vrai. Merci donc, Madame Bito. Mais je ne suis pas seul. Je devine que les confrères s'impatientent de co-animer avec nous. Juste vous annoncer ce grand plaisir de retour dans ce studio de Dimas Djikodo. Dimas, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères, bonjour madame. Bonjour. Et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Merci, tout simplement. Bon retour à notre maison commune. Merci bien. Je me rappelle, si je ne me trompe, sinon le tout premier journaliste avec qui j'ai commencé cette aventure du Club de la Presse s'appelait un certain Jean-Baptiste Djilan Dimas Djikodo. Vraiment, bon retour. Merci d'avoir retrouvé le chemin et que vous serez là. Eh bien, vous avez chacun une question à adresser à Mme Bito. Nicolas? Oui, au fait, c'est la première fois que moi je vois Mme Bito. C'est vrai que j'avais parlé d'elle, je voulais dire, il y a 2 semaines, où je disais que quand elle était ministre, j'ai lu quelque part que c'est elle qui a initié le projet
de donner de permis de conduire aux ZEM et que quand elle est partie, les gens ont fignolé le projet et voilà quoi. Okay. Maintenant, revenons à l'administratif de l'hôtel Sarakawa. Maintenant, pour l'hôtel Sarakawa, pour l'hôtel Sarakawa, moi je n'ai pas vu une administrative, j'ai vu un publiciste ou bien une publiciste, j'ai vu une femme qui veut donner la visibilité à ce qu'elle possède ou bien ce qu'elle gère. Non, et je trouve c'est ça même l'administration. C'est nous tous Togolais qui possédons l'hôtel Sarakawa. Non, ici quand je dis possède, c'est un truc que ce qu'elle gère, c'est ce que je veux dire. C'est ça même l'administration. Et je donne c'est une vraie visibilité. Bon, c'est une stratégie de communication qu'elle a menée, je trouve ça très bien. Mais moi je reviens sur une question, bien sûr une petite question, c'est quoi? C'est que quand on parle de l'hôtel Sarakawa au niveau du Togolais lambda, c'est high life, bon, en quelque sorte. Maintenant, elle a donné des programmes au-dedans. Qu'est-ce qui peut stimuler le Togolais lambda de basse classe, je veux dire, qui peut l'amener vraiment à venir à cette porte ouverte? Je pense que c'est important. Et puis, ma seconde question, c'est quoi? Elle a fait un programme bien léché, mais je veux savoir, le personnel de Sarakawa, est-ce que eux aussi sont bien gérés? Merci. Madame a noté, elle va rassembler vos questions. Eric, une question aussi? Non, moi, quand Madame parlait, par exemple, d'une vue sur la mer, et donc ça pourra permettre aux gens la nuit d'aller visiter. La question sécuritaire, surtout pour moi. Comment vous gérez ça? C'est juste avec vos vigiles ou vous avez quand même les forces de l'ordre et tout ça pour sécuriser entièrement le secteur pour permettre aux visiteurs de mieux circuler? Parce qu'il semble que les pirates ne sont pas si loin que ça. Dimas, une question à madame. Non, j'aimerais juste ajouter un mot. Ce qu'elle décrit, ce n'est pas faux. Parce que j'avais discuté avec certains Occidentaux qui étaient venus à l'hôtel là-bas et qui me confiaient que ils attendaient un peu la nuit pour pouvoir s'aventurer vers là. Je dis pourquoi? Ils disent que les Togolais ne savent pas qu'il y a un festival des dauphins à une certaine période de l'année, à la hauteur de la mer et juste au niveau de Sarakawa là-bas. Oui, qu'il y a le festival des dauphins. Et que ils viennent spécialement pour voir ça, pour contempler ça et repartir. Mais les Togolais ne privilégient pas ça. Merci. Eh bien, madame, vous avez 2 minutes pour ramasser toutes ces questions. Merci beaucoup. Par rapport aux Togolais, la bourse des Togolais et l'hôtel Sarakawa, comme je l'ai dit très rapidement. L'hôtel Sarakawa, c'est 3 hôtels, donc je répète. Et donc, je vous dis que vous avez 1500, vous avez 1000 francs, vous pouvez consommer à l'hôtel Sarakawa. Mais pas pour dormir. Si. Alors, donc, par rapport donc, l'hôtel Sarakawa, évidemment, c'est un hôtel 4 étoiles, on est d'accord. Par rapport à la sécurité, on a une vraie brigade, donc, on a effectivement les gardiens civils, on en a une 60aine, tu vois, chaque jour, on a une 60aine de gardiens civils, on a des gendarmes, on a des militaires, c'est vrai, au Sarakawa. Merci. Donc tous les jours, 24 heures sur 24. Nicolas demandait aussi, est-ce que votre personnel se retrouve dans vos JPO? Absolument. Je pense que à une époque, effectivement, ils étaient que des exécutants. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'ils doivent aller plus loin. Et la matière grise de Sarakawa aujourd'hui, c'est le personnel de Sarakawa. Nous sommes tous à Sarakawa, Togolais. C'est bien. Tous merci. Togolais. Maintenant, l'information que nous apporte Dimas, donc le large de l'hôtel Sarakawa offre également un festival grandeur nature sur la mer. Absolument. Je vous dis, vous savez, c'est vrai, les temps sont durs et tout ça, mais il faut vivre aussi un tout petit peu. Prenez juste une nuit, une chambre. Et à quel montant? Non, c'est ce que je vous dis. Vous avez les chambres à 35 000 et vous avez les chambres à 250 000. Prenez celle de 35 000 si vous voulez. Et je vous dis, vous allez voir du spectacle. C'est autre chose. Même le port seul, le port autonome de Lomé, vu depuis les fenêtres de Sarakawa, c'est carrément autre chose.
je vous dis, le Togo est magnifique. Merci madame. On ne va pas couper l'appétit à ceux qui veulent venir à vos 5 jours de porte ouverte pour découvrir l'hôtel Sarakawa de l'intérieur. Je voudrais peut-être reprendre ma question par rapport au coût des chambres. Parce que pour moi, si le Togolais lambda n'est pas capable de pouvoir payer une chambre, vous voyez, 35 000, c'est le SMIC. Et donc, je me dis, la politique nationale du tourisme, comment Sarakawa accompagne ça si les prix sont C'est vrai que c'est un hôtel 4 étoiles, oui. On reconnaît. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même une idée sur ce que vous pourrez faire pour Merci. Madame, justement, les 5 jours donc, de JPO, comme je l'ai dit, c'est des tarifs préférentiels qu'on propose aux Togolais. Ça veut dire que vous aurez la possibilité de dormir dans une suite à 100 000 francs. Vous voyez ? Donc, on vous propose, Non, il faut se faire plaisir de temps en temps. C'est vrai qu'on est au Togo. Madame me dit, vous dormez dans une suite à 10 000. Merci. L'autre vous dira que le luxe a quand même un prix. De temps en temps, quand même, s'offrir un petit rêve, ne serait-ce qu'une, 2 nuits, pourquoi pas. Vous pouvez déjà commencer à épargner et 1 an après, vous pourrez aller passer un week-end à l'hôtel Sarakawa avec vos épouses. Pourquoi pas avec vos enfants. Eh bien, merci Madame Bito. J'aurais aimé que vous restiez à nos côtés pour recevoir les questions, commentaires des auditeurs. Vous êtes là. Merci Madame. D'ici là, nous allons parcourir les autres sujets. Et comme c'est mardi, le club de la presse ne peut pas ne pas parler de la culture. Aujourd'hui, l'homme de culture que nous mettons, alors c'est Kossi Efui. Eric, vous avez fait l'université du Bénin en quelle année? Non, j'ai pas fait l'université de Lomé. Ah, ok. Sinon, c'est pour rappeler que... Non, mais attends... Kossi Efui fut de ma promotion à l'université. Laisse-moi te dire, okay. Kossi Efui, je le connais personnellement très bien. Mm-hmm. Donc, c'est un gars avec qui j'ai commencé à apprendre à jouer à la guitare, parce qu'il aime beaucoup la guitare, au-delà de l'écriture. Et dis-toi, Kossi Efui, il a fait la philosophie, mais Kossi Efui était encadreur en anglais pour moi, mes jeunes frères. Merci. Voilà, c'est pour te dire que quand même, c'est un monsieur qui a un bagage. Merci. Et je crois, même quand il était parti en temps, on s'est revus, on a échangé surtout en ce qui concerne ses œuvres littéraires. Merci Kossi Efui, mon promotionnaire à l'Université du Bénin, mais qui a évolué, qui a fait du chemin et qui est mondialement connu, du moins dans l'espace francophone, comme dramaturge et romancier. Il vit en France depuis les années 90. Mais Liberté nous informe que Kossi Efui va fouler le sol natal très prochainement. Il est auteur de nombreuses œuvres qui seraient fastidieux de rappeler ici. Mais il vient rejoindre un groupe d'acteurs pour finaliser le projet dénommé Antigone ou la tragédie du corps dispersé. Ce sera le mot ici. Eh bien, Kossi Efui, qu'on va retrouver, qui est lauréat de ce que vous savez déjà. Il fait partie des grosses pointures de la littérature francophone avec Théo Ananiso, Sami Tchak, Kani Alem, entre autres. Je pense qu'on ne peut pas parler de... Oui, Dimas? Sans se rappeler... Je pense qu'on ne peut pas parler de Kossi Efui sans se rappeler du 5 octobre. C'est l'un des acteurs... 5 octobre 1990. C'est l'un des acteurs de la démocratie togolaise. C'était des étudiants de l'université du Bénin à l'époque. Vous étiez avec eux, et je me rappelais, c'est vous qui étiez envoyé à notre niveau, à Tchélié, au moment où moi j'étais au lycée de Tchélié. Et donc, on travaillait ensemble avec vous, les étudiants, pour pouvoir changer les choses dans notre pays. Et donc, je pense que nous devons rendre cet hommage appuyé à Kossi Efui, qui fait partie des pionniers de la quête de la démocratie dans notre pays. Merci, effectivement, Kossi Efui, le rebelle de la parole, avec Gustave Hadji.
et les autres, qu'on ne va pas nécessairement rappeler. Il n'a pas changé jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Kossi Efui, qui nous introduit, puisque je l'avais connu à l'Université du Bénin, devenu aujourd'hui l'Université de Lomé, notre université qui jubile. Il semble que l'or coule à flot à l'Université de Lomé depuis. Forum de la semaine s'y intéresse quand vous écrivez dimanche 50 ans à l'Université de Lomé, le professeur Kokoroko qui rend hommage aux pionniers de notre premier temple de savoir ici au Togo. Vous savez, le professeur Kokoroko fascine. Il a fallu qu'il soit là, qu'on puisse dire quelque chose peut changer dans cette université. Quand je vois son parcours, quand je vois son arrivée là-bas, Kokoroko c'est un très très jeune gars, mais il démontre quelque chose d'extraordinaire là-bas. Il a rénové complètement l'université. Il est en train de rénover. Ah oui. Le chantier est loin. Le chantier est loin, mais ce qu'il a fait à lui, à son niveau, au cours de sa gestion, c'est quelque chose d'extraordinaire, de grandiose. Et il faut lui rendre réellement cet hommage. Actuellement, on ne va pas attendre qu'il quitte. Bon, il a beaucoup d'années devant lui encore, et c'est ce que nous le souhaitons. Mais il faudrait qu'on reconnaisse quand même que son passage a été quelque chose de magnifique. Et quand il profite maintenant pour pouvoir rendre hommage à ceux à ses devanciers et à ceux qui ont fait de cette université une université de renom, je pense que à lui, personnellement aussi, on doit rendre cet hommage. Merci. Le journal Indépendant Express aussi qui fait un zoom sur 50 ans d'existence de l'université de Lomé. Et c'est pas l'Union pour la patrie qui n'en parlerait pas. Eric, vous qui écrivez, l'université de Lomé qui célèbre son 50e anniversaire, créée le 14 septembre 1970 sous le nom Université du Bénin, devenue en 2001 Université de Lomé. C'était dans un contexte, en 70, c'était dans un contexte de politique de développement du jeune État, le Togo, 10 ans après l'accession de notre Togo à l'indépendance. Et l'une des tâches assignées à cette université, c'était de former les futurs cadres du pays. Oui. Là, tu as vidé la substance de notre article, mais là, je voudrais quand même qu'on revienne un peu à l'histoire. Vous savez, Ignacy Beya Dema, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a été quand même l'initiateur de la création de cette université en 1970. Il arrivait au pouvoir 3 ans après, et il avait réuni autour de lui des cadres qui revenaient surtout de l'Europe et du Sénégal, surtout Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Il les a réunis, il a échangé avec eux par rapport à l'opportunité que le Togo avait de créer sa propre université pour former des cadres. Et tout ça là avait commencé par l'unité de droit. Et donc, à partir de ce moment, les universitaires ont encouragé le feu Ignacy Beya Dema à agrandir cette université à d'autres facultés. Et ce qui a été fait, et voilà, en 2001, l'université de Lomé du Bénin est devenue université de Lomé. Et dites-vous qu'à sa création, il y avait déjà des étudiants de plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest qui venaient, surtout des Béninois et des Burkinabés qui venaient ici pour passer leurs... des Dahoméens et des Voltaïques à voilà, l'époque. Parce que il faut le dire vraiment, des Dahoméens et des Voltaïques. Et je crois que ça s'est agrandi après, surtout avec les nouvelles écoles qui ont été créées et tout ça. Aujourd'hui, je crois que c'est quand même une fierté pour ce pays d'avoir cette université-là qui continue par s'agrandir. Et comme l'a dit tout à l'heure Dimas, avec les nouvelles prouesses des nouvelles autorités de cette université-là, je pense que nous irons encore de l'avant. Pourvu que ceux qui y vont à ce temple du savoir sache que c'est pour aller étudier et non pour autre chose. Parce que, évidemment, l'université est devenue
un lieu de politique à haute dose, alors que au début on disait que l'école est apolitique. Mais voilà. Oui, mais donc, Eric, aujourd'hui, c'est pas seulement l'université de Lomé, partout dans le monde, c'est le les temple du universités savoir, ont toujours été les centres de la tu peux me laisser, contestation. oui. Il fallait me laisser terminer. Ok, terminé. Puisque Nicolas s'impatiente lui aussi. Non, comme d'habitude. Donc, je voudrais dire que aujourd'hui, il y a d'autres universités qui sont en train d'être créées dans le pays, comme l'université de Kara, et dans un programme du gouvernement togolais, il devait y avoir une université au moins dans chaque région économique et politique de notre pays. Je dis que tout ça là, vous allez chuter là. tout ça là, ça fait bien parce que l'éducation est importante pour notre société. Merci. L'éducation dans tous les sens pour fournir des cadres pour le développement de notre pays. Même Nicolas, pour la politique. Nicolas, Oui, même surtout en politique. Parce que nous tous, c'est à l'université que nous avons commencé à fournir nos premières armes politiques. Oui, Nicolas. Tout le monde. Oui, ça, vous savez, je n'aime pas trop faire de loge. Si vous me connaissez, vous saviez que je ne fais pas. Pourquoi te pas connaître trop faire de loge. Moi, je connais très bien. Dans ce sens. On va la laisser parler. Le problème aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que quand Kokoroko est arrivé, il faut savoir que c'est un monsieur arrivé à l'université, vous savez immédiatement que l'université a changé de visage. L'université change. A changé de visage, je dis. Maintenant, dans ce genre de choses, j'ai voulu aussi approfondir les choses. Tenez-vous bien, quand le monsieur, bon, ce n'est pas pour faire, tout de suite, c'est pas pour faire chose, hein, mais le monsieur est arrivé. Est-ce que vous savez que le budget, même quand on dit que le budget de l'université est autonome, il y a certains professeurs qui ont eu des sociétés de gardiennage, 3 sociétés de gardiennage à l'université, qui pompaient l'argent là. Monsieur, le Kokoroko a mis fin à ça. Je vous dis la vérité parce que j'ai fait des enquêtes. Ce n'est pas fini. Et au niveau de la réfection des dortoirs, il y a les gens qui ont commencé à créer Kokoroko en train de faire ça. Je suis allé à l'université, j'ai pris des photos des dortoirs. Par rapport aux dortoirs aujourd'hui, il faut reconnaître que le monsieur est en train de faire quand même quelque chose. Ce n'est pas de mes habitudes, mais il faut reconnaître. Quand je le dis, c'est parce que je suis allé et j'ai touché du doigt. Ce n'est pas fini. Même au niveau du transport, le monsieur a tout fait aujourd'hui pour gagner plus de 16% du budget qu'il faisait. C'est que j'ai touché du doigt de la chose. Vivement que le monsieur puisse avoir le courage. C'est vrai que les gens le mettent souvent le bâton dans les roues. Vivement que le monsieur, puisqu'il est fils d'éducateur aussi, vous savez, il a grandi à Soviépe et fils d'enseignant. Je pense qu'il a cette vision-là et vivement qu'il aille dans ce sens. Ce n'est pas de mes habitudes, mais c'est une réalité. Merci, mais Kokoroko, le Kokoroko, comme vous l'avez dit, ne dormira pas sur ses lauriers. Il saura que le chantier qui l'attend est encore beaucoup plus intense que ce qu'il est en train de faire. Peut-être que de tels réformateurs également, on en a besoin à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Une chambre aussi vieille que le Togo, mais qui s'invite beaucoup dans les médias et les réseaux sociaux. Plus vieille que le Togo. Plus vieille que le Togo. La Chambre de commerce est plus vieille que le Togo indépendant. Ok, mais ces derniers temps, on dirait que la Chambre de commerce est déplacée au sein des médias et des réseaux sociaux parce que la direction actuelle arrive en fin de mandat. D'ici décembre, il faudra procéder au renouvellement des conseillers consulaires et même du président de la Chambre, et patatras, ça part dans tous les sens dans les médias. La semaine dernière, les tirs étaient beaucoup, d'une certaine façon, groupés sur le ministre Adedje qui a suspendu le processus en cours pour voir plus clair. Cela lui vaut une certaine volée de bois vert. Dimanche, nous sommes heureux de voir dans Forum de la semaine un article que vous dédiez à la Chambre. Oui. Bon, je pense que nous étions les premiers à tirer la sonnette d'alarme pour dire que ce qui se passe là-bas sort de toute orthodoxie. Ce qui se passe là-bas est scandaleux parce que on ne peut pas vouloir développer les affaires dans ce pays et que les hommes d'affaires puissent développer des idées de potentats, des idées autocratiques pour tout verrouiller à leur niveau. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, nous parlons principalement du cas Fiao parce que
cela nous concerne à plus d'un titre. Et pourquoi? C'est à cause de nous que Fiao est impliqué dans ce dossier. Comment? Voilà. La question est bien posée, toute simple mais bien posée, parce que vous vous rappeliez des années de soubresaut de Jonathan Fiao dans ce pays. Je me rappelle à un certain moment le duel d'Imas Lucien Diossou-Mensah et le doyen Lucien Mensah. Voilà, c'est dans plus ce beau pays. Et pathétique. Voilà. Et chacun allait de son côté pour sortir ce qui peut éclairer la lanterne de nos auditeurs. Et à cela, les gens ont vite fait de me rattacher à Fiao. Moi, ça ne me dérange pas. Ça dit qu'on voit que je suis proche de Fiao. Ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que, à partir du moment où j'ai commencé par dénoncer les dérives autoritaires du président Meba, alors, tout de suite, les gens ont dit que quand c'est un proche de Jonathan qui a soulevé le problème. Si vous voulez, je peux donner le nom. Je sais que tu n'aimes pas le nom, mais si tu veux, c'est Monsieur Mouevi qui est parti convaincre Meba pour dire que puisque Mouevi était un très proche de Jonathan Fiao, tout comme Meba d'ailleurs, et donc il disait que c'est parce que quand Fiao avait des problèmes, j'avais pris position pour lui. Alors, quand j'ai commencé par dénoncer ces dérives, c'est Fiao qui est obligatoirement derrière et Fiao veut revenir. Et j'ai vu des confrères passer dans ce studio pour affirmer Oubi et Obi que c'est Fiao qui a monté l'association togolaise des opérateurs économiques et que Fiao veut revenir. Mais comment le pourrait-il s'il n'a même pas son nom sur la liste électorale? C'est la première étape. Fiao n'a même pas son nom sur la liste électorale. Alors, celui qui veut nourrir l'ambition de revenir quand même, de venir postuler à un poste, la première des choses, c'est de s'inscrire quand même sur la liste électorale. Si tu n'as pas ton nom sur la liste électorale, tu ne peux même pas être candidat. Fiao n'a même pas son nom sur la liste électorale. Il ne postule à aucun poste. Et je pense que, d'ailleurs, j'ai bien fait, je voulais faire un article personnel, mais j'ai pris une dépêche de Togo Breaking News qui s'est approché de Jonathan pour pouvoir, en tout cas de ses proches, pour pouvoir avoir sa version des faits en ce qui concerne son implication dans le désordre qui se passe là-bas. Alors, quand le ministre s'est levé, le ministre du Commerce a dédié pour suspendre le processus électoral, tout est motivé. Il a motivé sa décision. Est-ce que vous pensez que dans ce pays, un ministre peut se lever et prendre une décision de cette envergure sans se référer à son premier ministre, sans se référer au chef de l'État et se lever de son propre chef pour prendre une pareille décision? Ce n'est pas possible. Et quand il va aller voir le Premier ministre et que le Premier ministre ira voir le chef de l'État pour expliquer, c'est avec des preuves, c'est avec des cas précis, c'est avec des faits qui peuvent les amener à prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Et donc, tirer sur Adédié, c'est laisser la proie pour l'ombre. Tirer sur Jonathan, c'est d'oublier tout ce qui a motivé la décision du ministre. Et donc, je dis que c'est ça qui m'a fait mal quand, à cause de moi, on veut raviver encore des plaies en citant Fiao dans un fait où il ne se trouve pas. Merci, effectivement. Les dépêches de Togo Breaking News courent depuis hier. Forum de la semaine s'en est inspiré, qui écrit aujourd'hui que Jonathan Fiao ne nourrit aucune envie de revenir à la Chambre de commerce. Le médium également qui écrit Jonathan Fiao qui dit, citation, « Je ne suis pas candidat à la Chambre de commerce ». Voilà, Nicolas et Eric, le nouvel éclairage que nous apportent les confrères sur ce sujet aujourd'hui. Vous savez, Fiao, Jonathan, je ne le connais pas. J'ai eu à parler de ces faits ici, que j'ai dit non, on ne peut pas accuser quelqu'un qui n'est pas dans une structure de dire que c'est lui qui a fait pression sur la personne. Aujourd'hui, nous en sommes là encore et on cite le monsieur dans l'affaire du renouvellement du bureau de la CCIT. Le monsieur aujourd'hui qui dit déjà,
ouvertement qu'il n'est pas. Je ne vois pas pourquoi chaque fois le nom de ce monsieur crée une certaine phobie. Moi, je me pose des questions. Mais tout cela concourt à quoi? À la mauvaise gouvernance, à la malgouvernance. Parce que si ce pays était bien régenté, nous ne serons pas à ce stade-là. Parce que, tenez-vous bien, lorsque dans un pays, on laisse faire, lorsque dans un pays, on ne canalise pas bien les choses, mais on va dans ce genre de choses. Pourquoi dans d'autres pays, les choses sont bien réglées, chez nous, il faut la bataille de ceci. J'avais dit la fois dernière que c'est un combat de frères quand on parlait de Madame Ingrid Awade mais tu m'as coupé immédiatement que non. Moi, je ne vois pas pourquoi quand on parle entre frères, on crée une certaine phobie, on dit non que ce n'est pas ça, c'est une triste réalité. Frère, dans deux sens, ça passe. Mais maintenant, moi, je me dis une chose. Il faut quand même que dans ce pays, ceux qui prétendent gouverner vraiment ce pays prennent le taureau par les cornes pour que les substitutions. Quand on laisse aller, c'est des choses comme ça qu'on est chaque fois confronté. Et tenez-vous bien, il y a 7 millions de personnes derrière. Merci. Encore une fois, nous parlons de la Chambre de commerce et le ministre Adedje, ministre de tutelle de la Chambre, qui a suspendu le processus pour voir plus clair, qui a relancé Eric pour faire le point. La Chambre de commerce qui doit relever ses instances, le président sortant, Germain Meba, organise une commission électorale et lance le processus. Sauf que il y a d'autres opérateurs économiques au sein de l'association qui se plaignent qu'ils sont exclus des listes électorales. Et c'est la bataille. Il y a des médias qui prennent fait pour Germain Memba. Il y a d'autres qui tirent sur lui. Alors, pour voir plus clair, Adedje, le ministre, suspend le processus. Et ça lui vaut une certaine guerre que certaines personnes aussi lui ont déclaré. Cette guerre qui laisse entendre que Adedje serait manipulé par Jonathan Fiao. Fiao vient de parler qu'il n'est pas candidat. Alors, au vu de tout ça... Il n'a même pas son nom sur la liste électorale. Eric, est-ce que vous pensez que la sérénité va revenir à la Chambre de commerce? Non, vu la situation, la sérénité va revenir. Avec de nouvelles instances vraiment clean, vraiment propres. Et ça, au fait, quand on vient citer le nom de Jonathan Fiao par rapport au ministre du Commerce Adedje et tout ça, c'est pour faire diversion. En réalité, ce qui se passe là-bas, je crois que je l'avais expliqué un tout petit peu la dernière fois, en disant qu'au fait, il y a une guerre entre deux personnes. Si vous voulez réduire une institution comme la Chambre du Commerce à deux personnes qui se battent pour le leadership, je ne pense pas que vous ayez réellement une idée de faire avancer le développement dans ce pays. Parce que la Chambre du Commerce est le creuset de notre économie. Il faut pas l'oublier. Tout se passe là-bas. Quand vous voulez créer une entreprise, vous allez à la Chambre du Commerce. Vous êtes inscrit là-bas. Et si vous voulez, vous intégrez la chambre consulaire et tout ça comme vous voulez. Mais maintenant, quand quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, d'investir dans ce pays, voit ce qui se passe aujourd'hui, mais les gens vont vous quitter. Ça, je dis, c'est malsain pour notre pays. Et je voudrais dire, tous ceux qui ont quand même cité des noms, comme Jonathan Fiao, par-ci, Ingrid par-là, etc., mais c'est des gens qui ne sont pas à la Chambre du Commerce. Non. Qu'est-ce que vous venez parler de ces gens? Pourquoi venez-vous parler de ces gens-là qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec la Chambre du Commerce? Du moment où c'est pas des gens qui postulent à un poste que ce soit. Mais je dis, tout ça là n'est pas pour la sérénité au sein de la Chambre du Commerce. Le ministre a bien fait d'arrêter le processus et moi je voudrais même qu'il aille plus loin, en sanctionnant des gens, s'il le faut, parce que vous n'aidez pas le pays à se développer. Il faut que les gens reviennent dans de bons sentiments pour créer quand même une bonne ambiance au sein de la Chambre. Nous savons toute la charge d'électricité négative que les élections charrient. Suivez l'actualité en Guinée et en Côte d'Ivoire, même chez nous ici. Rien que en fait de mandat du Comité national olympique du Togo, il y a guerre. Chambre de commerce, il y a guerre. Alors, décidément, espérons que Adedje, le ministre, va s'y employer avec tout son génie, en se basant, bien sûr, sur la législation, pour que le processus électoral reprenne dans toute la sérénité
et que la Chambre de commerce soit dotée d'ici la fin de l'année de nouvelles instances légales et légitimes. Oui, Nicolas, vous voulez dire quelque chose? Non, au fait, c'est pour dire que Eric me rejoint quand je dis que le poisson pourrait par la tête, voilà quoi. Vous savez, quand les choses sont mal régentées, c'est des choses comme ça qu'on... Bon, j'aimerais dire simplement à Nicolas que si c'est qu'on veut laisser faire, le ministre n'allait pas agir. Non, c'est déjà trop C'est tard. parce que, non, déjà trop ce tard. n'est pas Si, trop tard. Combien d'investisseurs ont déjà pris ces informations, ont l'idée de venir investir, ils ont déjà pris le ministre, donc il y a tout ça là. Le ministre ne peut pas venir organiser l'élection à la place de la Chambre du commerce, mais il a tout le pouvoir d'arrêter le processus si le processus ne respecte pas les textes de la République. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, le ministre ne peut pas agir a priori, mais a posteriori, quand il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, il peut réagir. Oui, attendons de voir. Je pense que ce que Dimas dit, il nous arrive souvent ici de tirer avec des flèches très acérées sur des ministres, mais nous oublions souvent que dans un pays comme le Togo, un ministre ne peut pas se lever comme ça et prendre un arrêté sans consulter le chef du gouvernement et le président de la République. Je ne dis pas jusqu'à présent que la décision prise par le ministre n'est pas bonne. Je n'ai pas encore dit ça. Je ne dis pas vous, Nicolas. Il y a un ministre avec nous, on peut lui poser la question. Non, elle n'est pas là pour ça. Non, mais elle a participé. Elle a participé. À l'action gouvernementale, pas le passé. On va trouver une autre tribune. Elle a un mot. Non. Oui, si, elle a un mot. Elle a un mot. Madame, elle a un mot. C'est une personne ressource. C'est une personne ressource. Elle est avec nous. Elle peut nous dire au moins comment ça se fait. Voilà. Justement. Ok, madame. Pour la forme. S'il vous plaît, madame. Redorez vos anciens habits de ministre et dites-nous comment vous agissiez. Oh, merci beaucoup. Mais je pense que le ministre a quand même certaines prérogatives, il a des pouvoirs. Et il ne faut pas tout rapporter au chef de l'État, sinon ce serait comme le ministre aussi. Voilà, donc le ministre, c'est pour ça qu'il est ministre. Il a quand même certaines prérogatives et il agit. Donc il peut informer le chef du gouvernement, informer le chef de l'État, mais s'il estime que c'est juste ce qu'il est en train de faire, il va prendre la décision sans forcément demander une autorisation, parce qu'il ne faut pas présenter les choses comme c'est. Voilà. Si le chef de l'État vous nomme, c'est pour que vous agissiez. Et vous devez agir en bon père de famille ou en bonne mère de famille. Je pense que c'est ce que ADJ est en train de faire. Voilà. Merci beaucoup pour cet arbitrage. Et il nous reste juste quelques minutes, mais on va évoquer. Vous vous rappelez, au début de la pandémie, quand nous avions tous peur, qu'on ne nous ait même pas sortis de nos chambres, le gouvernement l'était autant. Le gouvernement qui a sollicité l'habilitation auprès de l'Assemblée nationale pour agir par ordonnance et décret. L'habilitation que l'Assemblée lui a accordée et selon les contorsions légales des textes, c'est aujourd'hui 15 août que les 6 mois, 15 septembre que les 6 mois expirent. Bon, officiellement, on l'a pas appris, mais par indiscrétion dimanche, il semble que au menu de l'Assemblée plénière que les députés tiennent aujourd'hui, le Premier ministre Classou pourrait être invité et peut-être que la loi d'habilitation pourrait être prorogée. Je parle au conditionnel. Oui. En tout cas, c'est ce qui doit se faire pour ne pas tomber dans un vide. Quand il y a le parallélisme des formes, quand vous avez sollicité un délai pour agir dans ce délai, quand le délai là arrive à terme, vous devez soit prendre acte et continuer comme ce qui se passait avant. Mais si vous voulez agir conformément au terme du délai que vous avez sollicité, vous devez demander une prorogation et c'est ce qui devait se faire. Si tel est que le gouvernement togolais voulait continuer à aller dans ce sens, ils sont obligés d'aller solliciter auprès de la représentation nationale une prorogation de ce délai. Au cas contraire, ils vont prendre acte et retourner dans notre vie d'antan. Merci. Je disais tantôt, nous cherchons, mais nous avons quelques indiscrétions, c'est pourquoi nous parlons au conditionnel, mais courant la journée, on en saura davantage, et puis demain on y reviendra. Mais quand il va sonner 12 heures,
que nous allons ouvrir les antennes pour les auditeurs. Madame qui nous a fait cadeau de sa présence jusqu'à cet instant, je vous sens une certaine impatience parce que d'autres urgences vous appellent, mais voulez-vous conclure votre passage dans ce studio à 24 heures de l'ouverture de vos portes grandement ouvertes? Vous souffrez de la tautologie sur le thème Sarakawa. Merci beaucoup, merci. Je voulais en fait justement revenir sur tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on a mis en place par rapport à la sécurité Covid-19, pour dire que particulièrement durant ces journées portes ouvertes, nous avons une brigade de 60 personnes qui seront là dans le domaine, rien que pour suivre, surveiller et rappeler les gestes barrières. 60 personnes tous les jours qui seront là, postées dans tout le domaine pour justement aider chacun de nous à toujours respecter les gestes barrières. Nous avons des masques gratuits et des masques à l'effigie de Sarakawa en vente. Donc c'est pour vous dire, vraiment, pour ça, nous essayons de faire le maximum. Voilà. Merci madame, merci d'avoir prévu ces mesures, parce que vous savez, ces derniers temps, ce qui arrive à ceux qui dérogent aux gestes barrières. Absolument. Vous savez, vous ne voulez pas qu'un décret tombe sur votre tête. C'est clair. Merci. Merci beaucoup. Il faut nous dire, l'hôtel a été totalement désinfecté. Ah si, nous sommes vraiment sur Madame, je pense que vous allez devoir inviter Eric Johnson. Peut-être aujourd'hui même, il viendra goûter. Voilà. J'ai bien envie d'y aller avec ma famille. L'hôtel Sarakawa. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais aujourd'hui, 15 septembre, c'est tout de même la journée internationale de la démocratie. Des journaux nous le rappellent, notamment Liberté qui écrit que les Nations Unies célèbrent chaque 15 septembre la journée internationale de la démocratie, l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde entier. Et à cette occasion, Liberté écrit donc que le Togo souffre d'un déficit chronique de démocratie. Liberté qui écrit même sans détour que le Togo est tout sauf une démocratie. L'alternative qui va un peu dans ce sens et qui écrit que il y a un groupe de penseurs africains, le think tank Africa Yom Center, qui vient de publier un rapport sur l'ensemble des pays de la CEDEAO avec la participation de la fondation allemande Konrad Adenauer et de la société américaine Open Society Initiative for West Africa. Et au terme de ce rapport, l'influence négative du Togo relevée pour ce qui concerne la vie démocratique en Afrique. Eric, il n'y a pas beaucoup de temps, mais cet article que vous publiez à la page 6 devrait intéresser le monde des travailleurs. Quand je lis, vous parlez du nouveau code de travail en vue, un test en projet qui va passer incessamment sur la table des députés. Les députés, effectivement, vous savez, il y a beaucoup trop de choses autour des recrutements dans les entreprises et autres. Et c'est vraiment frustrant pour les demandeurs de travail. Parfois, on les utilise à tort. Ils sont appelés pour un travail qui n'est pas bien rémunéré et dont les conditions ne sont même pas définies clairement dans les contrats de travail. Donc je pense que le nouveau code du travail est en train de réorganiser ce monde-là et je pense que c'est pour le bien des demandeurs. Merci, d'emploi. on va devoir suspendre là. Juste le temps que je vous donne deux dépêches. Nous avions parlé tantôt du compatriote, l'écrivain dramaturge Kwasi Efui, qui a annoncé incessamment, des sources concertées nous apprennent que Kwasi Efui est au Togo depuis le dimanche 13 septembre dernier. Ça, c'est d'un. De deux, une source qui nous informe de l'Assemblée nationale que la séance plénière vient de s'ouvrir en présence effective du Premier ministre, c'est l'homme, comme Klassou. Donc on va suivre ça avec la proactivité des réseaux sociaux et demain
nous viendrons en débattre davantage. À présent, nous allons souffler un peu et nous nous ouvrons à vous. Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5. Eh bien, nous revenons au studio pour nous connecter à vous. Entre-temps, Madame Bito, pour des urgences professionnelles, a dû nous quitter. Mais les trois confrères, Eric, Nicolas et Dimas, sont à nos côtés pour recevoir vos questions, vos commentaires. En entendant le premier auditeur Dimas, si dans le forum de la semaine, il y a certainement un autre article qu'on n'a pas pu débattre aujourd'hui. Oh oui, bien sûr. Un rappel arrive. Oui. Bien sûr. Le temps que vous retrouviez ça, comme la priorité aux auditeurs. Bonjour l'ami. Allô, Sas, bonjour. Oui, ça monsieur? Oui, Joshua depuis Zanguera. Ok, nous vous écoutons. Oui, mais ce qui m'a choqué ce matin, c'est d'entendre que nos élus pourraient prolonger la dérogation, bien bon, l'état d'urgence qu'ils ont accordé à nos gouvernants. Sinon, mais durant ces 6 mois, ce que les gens ont subi, c'est trop. Et au moment où les pays par lesquels le corona est venu chez nous, ils ont commencé par jouer au ballon, faire tout. C'est en ce moment que nous, on s'approprie la maladie comme quoi. C'est pas là, moi, je ne suis pas d'accord. Eh bien, cher ami Joshua, ce qui est avéré, c'est que les députés sont convoqués en séance plénière aujourd'hui. La séance vient de s'ouvrir devant le Premier ministre. Nous n'avons pas encore l'ordre du jour officiel. C'est nous qui, par indiscrétion, annonçons ça et nous prenons soin de parler au conditionnel, s'il vous plaît. Oui, donc vraiment qui nous ouvre les choses parce que nous sommes fatigués. On ne peut pas rester comme ça au moment où les gens même qui nous ont donné la maladie sont en train de bien vivre. Donc, merci. Joshua, je vous rappelle que les séances à l'Assemblée sont publiques. Vous pouvez aller assister, même si vous ne pouvez pas intervenir dans le débat. Nous prenons en entendant le suivant, oui, Dimas. Oui, je pense que ce que Joshua dit, c'est quand même compréhensif. Je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec cette maladie. Et apprendre à vivre avec cette maladie veut dire qu'il faut reprendre tout dans le strict respect des gestes barrières. Ok. L'auditeur qui attend en ligne, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est dans. Oui, c'est monsieur? Monsieur Victor. Victor. C'est Victor. Ok. Oui. Merci le plateau. Je voudrais intervenir par rapport à la crise au Mali qui a fait beaucoup de débats à votre niveau. Et beaucoup de vos confrères ont salué le putsch des militaires maliens. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, on peut faire des choses légitimes, mais qui sont illégales. Le peuple malien a peut-être trouvé qu'ils ont la légitimité d'évincer leur pouvoir. Ils l'ont fait, mais légalement, ils ont des difficultés. C'est pour ça aujourd'hui, on ne cautionne pas les coups d'État. Il faut vraiment une éducation au niveau des peuples pour dire qu'on peut avoir à défendre une légitimité, mais qui n'est pas légale. Voilà aujourd'hui les putschistes qui sont convoqués par les mêmes chefs d'État qu'ils ont trouvé, qu'ils n'ont pas pu trouver une solution pour eux. Vous voyez un peu, donc c'est une réflexion pour quand même éclairer l'opinion, parce que depuis 2 semaines, vos confrères, certains ont salué et ils ont applaudi. La crise malienne n'est pas prête à finir. Je vous remercie. Je vous en prie, cher ami Victor. Ce que nous apprenons au jour le jour, c'est que devant certaines situations, il faut savoir raison garder et ne pas aller trop vite en besogne. L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Oui, bonjour Sas. Oui. Comment vous allez? Ça va bien chez nous. C'est monsieur Philippe Gibé. Ok, allez-y Philippe. Mon ami Dimas, bonjour. Bonjour mon frère. Ça fait un bail. Ouais. Félicitations. Un bail de près de 4 ans. Mais non, il est de retour, je pense. Et pour toujours. Et j'ai une inquiétude. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous, citoyens lambda togolais, de quoi a vraiment peur M. Germain Meba de la Chambre du commerce? De quoi il a vraiment peur? Deuxième chose, et
comptez-vous encore sur la CEDEAO qu'on nous a prôné depuis le CE jusqu'à je ne sais quoi à l'université? Est-ce que CEDEAO que le feu Gnassingbé et Adema et ses pairs ont créé est encore digne de confiance aujourd'hui? Moi, non. Non, vous posez la question, laissez aux autres d'y répondre. La troisième question, c'est très simple. Et notre Assemblée nationale, quand on nous dit qu'il décrète l'état d'urgence de 6 mois... Non, Philippe, l'Assemblée a octroyé l'habilitation au gouvernement. Mais la prérogative de décréter l'état d'urgence relève du gouvernement. Je ne refuse pas. Mais c'est deux choses différentes. Oui, d'accord. Vous ne voyez pas qu'il déborde un peu? Vous ne voyez pas cela? Depuis le 22 février à ce jour, où le pays est ingouvernable, si le mot existe, où allons-nous? Qui fait quoi, quand et comment? Merci. Je vous en prie. S'il y a un auditeur aussi en ligne, nous le prenons en même temps. Il y en a? Ok, alors, on va répondre. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent. Ok, on me signale l'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, ça va pas ça, privé. Nous vous écoutons. Monsieur Sass, ce que moi j'aimerais dire que vraiment, il est temps qu'on doit s'habituer à vivre avec la maladie. Puisque les frontières et les églises, les lieux de culte, les mosquées là, il faut qu'on les ouvre. Est-ce qu'on s'habitue avec la maladie? Sinon, on restera toujours comme ça et rien ne marche dans le pays. Bonne journée. Merci, Papa Sodjiné. Nous collectionnons les questions. Nous allons y répondre ensemble vers la fin, à moins que nous ayons... Ok. Le suivant déjà en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, c'est Richard. Richard de Lima. Richard de... Oui, je suis guide et chauffeur et guide touristique. Donc, j'aimerais intervenir sur le dossier de Corona. Vous êtes en direct. Ok. Depuis le mois de mars, il n'y a plus d'activité. Et si j'ai bien suivi, il y a une dame qui est arrivée ce matin parlant concernant l'hôtel Sarakawa. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Si j'ai bien compris là. Oui. Bon, voilà. Donc, moi, ma préoccupation, c'est qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien qui marche au Togo. Et sur le plan touristique, si vous voulez que ça marche, si vous voulez que ça se développe, il faut que il y a des choses qui s'ouvrent, par exemple les frontières, et il faut qu'on se développe sur beaucoup de dossiers. Donc, si du moment où les choses n'avancent pas, et il faut penser qu'il y a des lois qui vont aussi être votées aujourd'hui avec le Conseil des ministres et tout. Je ne sais pas comment ça se fait. Il va falloir que je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut que ça se développe et qu'on débloque les choses pour que les choses puissent avancer sur le plan togolais touristique et pour que les choses puissent avancer. Voilà, ça c'est mon point de vue. Merci beaucoup Richard. Merci. C'est des suggestions, observations bien pertinentes. Nous relayons et comme le club de la presse a une antenne à l'Assemblée nationale, les députés, le gouvernement auront écouté, vous auront écouté et envisageront, pourquoi pas, en conséquence. Le suivant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Sass. Oui, c'est monsieur Monsieur beaucoup d'amour. Ok. Je voudrais d'abord dire bienvenue à mon petit frère Sass Dikodo. Merci. Sass Dikodo, ça c'est très bien ça. Et comme ça, moi je deviens Dimas Gaou. Merci bien. Secondo, je voudrais que vous proposiez à Poli et à Epui de passer sur Canal FM parce que c'est des références que tous les Togolais voudraient suivre. Donc, et en même temps, lorsqu'il serait là, vous lui proposez quand même de nous faire l'histoire du 5 octobre. Et après, on verra. Bon, secondo, hier, je vous avais envoyé le décret d'expropriation du domaine de l'université de Lomé. Je vous prierai, s'il vous plaît, monsieur Sass, de un jour rafraîchir la mémoire du Togolais parce que les jeunes ont envie de savoir.
ce qu'est devenu aujourd'hui l'université que nous sommes en train de voir, de sa création à aujourd'hui. Et je voudrais vous prier aussi de mettre l'accent sur les victimes. En janvier 70, c'était Manu Militari que nos parents ont été déguerpis de l'université et des gens en sont morts. Donc, si nous fêtons aujourd'hui ces 30 ans, il y a aussi des victimes qui sont à 2 pieds de la terre, qui fêtent aussi ces 30 ans dans l'au-delà. Donc, il faut quand même que l'autorité puisse réfléchir sur l'indemnisation et le recasement de ces populations. Les réhabiliter. Merci, Monsieur Bekou. Merci de donner vos références hors micro technicien pour que je vous contacte après. D'accord. Merci. On prend encore un ou deux intervenants. Alors, oui, bonjour l'ami. Ok. Alors, Dimas, commençons par l'auditeur qui voudrait parler de M. Meba. C'est vrai que je lis beaucoup de choses dans les journaux sur le président sortant de la Chambre de commerce, mais c'est pas aujourd'hui l'heure des bilans de sa présidence à la Chambre. On demande, la question c'est de quoi a-t-il peur? Il a simplement peur de perdre son fauteuil présidentiel, c'est tout. Et ça saute aux yeux et tout le monde voit parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Quand on parle de la Chambre du commerce, c'est quand même beaucoup d'argent. Je peux vous donner un exemple. Si vous passez derrière l'université de Lomé, au niveau de l'Oméga, vous avez vu des kiosques, des petits kiosques qui sont mis là-bas. Ces kiosques sont facturés à 250 millions. Vous voyez? Et c'est produit par ces entreprises écrans. Donc, vous voyez des choses comme ça qu'il rapporte. Il fait à peine 10 jours à Lomé sur 30. Et les frais de voyage, vous avez vu, ça s'élève à des centaines de millions. Merci, mais nous laissons à des instances appropriées d'apprécier le bilan de le bilan dont je parle, ce n'est pas des enquêtes, c'est des bilans rendus publics. C'est des chiffres publics. Oui, ses camarades de la Chambre de commerce lui demanderont toujours les comptes. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour l'ami. Oui, bonjour, c'est Abonné. Oui, allez-y. S'il vous plaît, j'ai deux questions. La première, à l'université de Lomé, moi aussi, je tiens à féliciter Kokoroko. Sous peu que on devait créer une radio à l'université. D'accord. Et à ce jour, je ne sais pas à quel niveau exact. Radio Campus. Voilà. Si vous en savez, dites-nous. Deuxième préoccupation, c'est aujourd'hui la journée de la démocratie. Et qui veut être démocrate après une élection, l'ancien gouvernement démissionne et un nouveau gouvernement vient voir le jour. Je me vais poser la question à Dimas, comme il est absent ces derniers temps, de nous dire objectivement qu'est-ce qui se passe et qu'on n'a pas de gouvernement jusqu'à ce jour. Merci. Merci beaucoup à vous, Komi. Mais avant de venir à Komi, Nicolas, un auditeur, Philippe JPC demandait si la CEDEAO existe encore, si oui, à quoi elle sert. Oui, en fait, avant Philippe, il y a quelqu'un qui disait même que les coups d'État sont quelque chose que certains journalistes avaient approuvé ça et que où se trouvent aujourd'hui les Maliens, ils ont des problèmes, on peut faire quelque chose qui est légal, mais après on verra qu'on est illégal. Je lui dirais non, que ce qu'il dit est grave, parce que les Maliens sont dans une situation, ils ont apprécié la situation, les jeunes généraux ont pris leurs responsabilités. Ce qui n'est pas normal. Non, c'est normal. Ce qui n'est pas du tout normal. C'est normal. Aujourd'hui, quand il dit qu'ils ont des difficultés, la difficulté est où? C'est parce qu'ils sont allés au Ghana, il y a seulement de simples décisions qui ont été prises, ils disent qu'ils veulent, ils ont une pile de programmes qu'ils veulent aller soumettre, c'est tout. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Moi, je ne vois même pas... Nicolas, il y a problème. Dans quel sens? La preuve, entre le M5... Non, ça c'est société civile et autres qui essaient de faire, ça c'est une cuisine... Attends, c'est une cuisine interne. C'est une cuisine... On ne va pas nous dire aujourd'hui que les choses seront toujours clean. Non, c'est une cuisine interne parce que il y avait un mouvement où les gens ont aussi des ambitions. C'est normal. C'est quelque chose qui va passer. Mais dire aujourd'hui qu'il y a un problème au Mali après ce coup d'État, moi je dirais non, il faut quand même aller dans ce sens, organiser les choses et mettre en place un gouvernement. C'est fini. Donc dire aujourd'hui... S'il vous plaît, je me demande si Nicolas suit bien l'actualité au Mali. Bien sûr. Okay. Moi je ne trouve pas même pas qu'il y a... Après un coup d'État, où est le problème dans ça? Non, quand même. Oui, Eric? Il faut pas faire d'amalgame dans cette histoire du Mali. Les populations, enfin, une partie,
l'opposition a dit, nous ne voulons plus d'Ibeka à la tête du pays. Maintenant, ce mouvement-là est en train de s'organiser quand il y a eu un coup d'État. Mais un coup d'État, lorsque vous êtes dans un ensemble communautaire, comme la CEDEAO, qui dit, nous n'acceptons plus les coups d'État, mais vous l'avez déjà fait, maintenant, remettez le pouvoir à un civil, et vous dites, vous faites une proposition, vous dites 1 an, après vous dites, vous allez y rester 3 ans, etc. Je pense que ce truc-là est à proscrire aujourd'hui, cette histoire de coup d'État. Et je crois que la CEDEAO, la question, justement, pour répondre à notre ami, quand vous voyez le truc de façon superficielle, en disant que la CEDEAO fait ceci, la CEDEAO fait cela, mais attention, le rôle que joue la CEDEAO aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'il y a un peu de stabilité dans notre sous-région. Mais ils ont toujours un mauvais rôle au Togo. C'est quoi le mauvais rôle? C'est quoi le mauvais rôle au Togo? C'est quoi le mauvais rôle? Depuis 2007, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Nicolas, bien sûr le Mali, il y a un constat, s'il vous plaît, vos micros sont coupés. Sur le Mali, il y a un constat que ce n'est plus le grand amour entre le M5 et les militaires. J'ai un petit disons, les incompréhensions commencent à gérer. J'ai un petit mot. Nicolas. En 2005, sauf Alpha Omar Kounari qui était le dernier. Nicolas, j'ai un petit mot à placer. On ne prend pas le mal, par principe, on ne prend pas le mal pour corriger le bien. Le bien a en son sein sa solution. Et donc, tous les maux de la démocratie ont leur solution au sein de la démocratie. On ne peut pas prendre l'illégalité pour venir corriger ce qui est illégal. Je t'en prie, tu as déjà parlé. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Nicolas, s'il te plaît. On ne peut pas parler de démocratie. Eric, s'il te plaît. On ne peut pas parler de démocratie en faisant intervenir ce qui est illégal. Vous voyez, ce n'est pas parce que les gilets jaunes se sont soulevés en France que des militaires français vont se lever pour déposer Macron. Et je vous assure que ce qui s'était passé en France était plus violent que les manifestations à Bamako. Mais les militaires français n'ont pas déposé Macron. Pourquoi vous voulez que, parce qu'il y a une contestation, les militaires doivent se lever? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça la démocratie. Merci. Non. Les réalités sont différentes. Quelle réalité? Eh bien, s'il vous plaît, Eric, nous passons à une autre question des auditeurs. Non, s'il vous plaît, on quitte le Mali, s'il vous plaît, Eric, s'il vous plaît. Nous quittons le Mali, revenons chez nous ici. Non, s'il vous plaît. Non. Un seul mot sur la CEDEAO pour dire. Oui. C'est une organisation communautaire. Elle n'a pas habilité à venir gérer notre pays à notre place. Et donc, elle a des principes simplement qu'elle défend. Merci. C'est des principes. Ok. Ok. Eric, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Vous savez, il y a des gens qui nous écoutent. Je vous en prie. Eh bien, revenons à d'autres questions des auditeurs qui s'interrogent sur l'habilitation dont le gouvernement pourrait solliciter la prolongation aujourd'hui dans le contexte de la maladie qui est toujours là et que les gens souhaitent quand même qu'on ouvre les frontières, qu'on ouvre les activités et les églises. Eric, un petit mot là-dessus. Oui, moi je pense que aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, avec la flambée de contamination dans le monde, il va falloir que les autorités togolaises prennent des mesures pour protéger quand même les populations. Ouvrir les frontières, ouvrir les activités, bien sûr, mais dans le respect strict des mesures barrières. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est vrai que tel que le gouvernement est en train de faire
la proposition. Je ne sais pas comment ça va se passer à l'Assemblée. Je ne sais pas quelles sont les contraintes qu'on va mettre dans la prolongation de cet état d'urgence-là. Mais il va falloir que, effectivement, parce que les gens souffrent, tout le monde souffre, la population. Mais il faut quand même qu'on respecte la mesure barrière, tout simplement. Merci. Un autre auditeur revenu. Il se félicite des 50 ans de l'université de Lomé, mais cette université qui s'est implantée sur la terre de certains qui sont redevenus des sans domicile fixe dans leur pays. Ils sollicitent vivement que ces populations soient indemnisées. Indemnisées, juste et équitable expropriation, indemnisation. Il faudrait qu'on les exproprie en leur payant ce qu'ils leur doivent, de façon à leur permettre à ce que... Je pense que c'est déjà fait en grande partie. Vous avez vu que le chef de l'État a demandé à ce qu'une grande partie d'ailleurs soit rétrocédée aux communautés. J'étais parti rencontrer le chef à Valegbedi, qui est le chef de la commune. Voilà. Et il était très très satisfait de cela. Donc je pense que ceux qui en sont morts doivent être réhabilités. Et leur merci. Faute de temps, on va finir par les cartons. Rapidement, je rappelle que les cartons sont attribués à des personnes physiques et morales sur des sujets qui n'ont pas été déjà débattus aujourd'hui. Le premier, Nicolas. Non, je n'ai pas de carton. Merci de passer. Eric? Pas de carton, pas de carton. Je sens que la CDA est restée sous la gorge. Je sens que vous goûtez là. Ok, Dimas? Ouais, moi, je donne un carton vert. C'est le carton de félicitations, oui. Ou bien à la CEDEAO, parce que la CEDEAO, beaucoup ne comprennent pas cette communauté, mais je vous assure que cette communauté joue vraiment son rôle pour préserver la paix et la démocratie dans notre pays. Vous vous rappelez que ceux qui... c'est juste le carton. Bon, donc. Ok, merci beaucoup Dimas. Souffrez quand même que... je vais vous transférer incessamment les nombreux messages que j'ai reçus et qui saluent votre retour à la maison. Beaucoup d'auditeurs espèrent et souhaitent vivement que vous aménagez votre programme à revenir souvent ici à la maison Canal. Si vous le voulez. Je le veux bien. Et je le dis à haute voix, à haute et intelligible voix. Je le veux bien. Vous savez, Dimas, je ne sais pas si je le fais toujours bien, mais j'aime cultiver l'amitié dans la fidélité et la loyauté. Et nous l'avions toujours fait. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain mercredi à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. D'ici là encore, célébrons la vie.